Le 7 septembre 2025, un volcan resté muet fait basculer l'échelle du possible. Un filon évalué à 1,4 million de carats apparaît et l'écart de 38% avec le plus grand site connu du continent cesse d'être un détail pour devenir un signal qui traverse laboratoire, chancellerie et marché. Alors, qu'est-ce que cela change pour vous de savoir qu'Ibrahim Traoré se retrouve au centre d'une équation où la donnée froide dicte la vitesse et resserre les marges? Dans le bruit feutré des chiffres, une transition commence. Cette analyse avance une promesse simple et mesurée. Elle vise à clarifier ce que révèle Somgand, sans célébration ni alarmisme, et à expliciter les risques immédiats qui accompagnent un changement d'échelle aussi brutal. Le bénéfice pour le lecteur est concret. Comprendre en 10 à 15 minutes où se situent les lignes de bascule, quels choix comptent vraiment et quelles erreurs coûtent le plus cher. 3 enjeux structurent le cadre. D'abord, la capacité de l'État à absorber une information qui précède les institutions et attire des acteurs plus rapides. Ensuite, le tempo. Trop vite, l'asymétrie s'installe. Trop lentement, la valeur se dissipe. Enfin, la cohérence stratégique mise à l'épreuve par des attentes sociales élevées et des regards extérieurs concurrents. L'objectif n'est pas de prédire, mais de mesurer. En suivant les données, les séquences et les décisions, le récit expose comment une découverte scientifique devient un test de gouvernance et pourquoi la méthode, plus que la richesse, décide de l'issue. Les premières heures du 7 septembre 2025 livrent 2 signaux qui, mis côte à côte, fissurent les certitudes établies. Les capteurs terrestres enregistrent une densité minérale anormalement élevée, tandis que les images satellitaires confirment un volume estimé à 1,4 million de carats, un ordre de grandeur jamais anticipé par les modèles régionaux. Ce rapprochement n'est pas un artefact statistique. Il marque une rupture nette entre ce que l'on croyait savoir et ce que les données imposent désormais. Pour comprendre la portée de ce basculement, il faut revenir au cadre initial. Le Somgand était classé comme un ancien cône volcanique sans intérêt systémique, étudié de manière sporadique et intégré à des cartes géologiques secondaires. Les modèles reposaient sur des formations fragmentées, peu continues, et sur des volumes supposés limités. Or, les nouveaux relevés racontent une autre histoire. Pression, migration des fluides et fractures d'eau profonde apparaissent étrangement alignées, dessinant une continuité géologique rare dans la région. Chaque recalcul élargit l'échelle du possible, obligeant les équipes à abandonner des référentiels devenus obsolètes. Dans ce contexte, la réaction institutionnelle devient un indicateur clé. Des hélicoptères d'un militaire sécurisent rapidement le périmètre. Des équipes burkinabées et chinoises croisent cartes thermiques, modèles géochimiques et relevés sismiques. Cette fusion de données reste imprécise, mais elle est déjà suffisamment cohérente pour créer une ligne de fracture politique. Soit le pays reste perçu comme périphérique, soit il entre dans une catégorie d'acteurs dont la ressource brute peut influencer des segments entiers des chaînes de valeur mondiales. C'est à ce moment que la figure d'Ibrahim Traoré s'impose comme point d'ancrage décisionnel, non par un discours, mais par une exigence méthodique de vérification et de silence. Le contexte s'épaissit alors rapidement. Les universités relisent leurs programmes, les ministères réexaminent des cartes vieillissantes et les chancelleries étrangères commencent à échanger des notes prudentes. Ce qui n'était qu'un signal scientifique devient un fait stratégique. La question n'est plus de savoir si la découverte est réelle, mais comment elle va reconfigurer les marges de choix et à quelle vitesse. Sur le terrain, la découverte cesse rapidement d'être abstraite. Dans un poste avancé improvisé, un ingénieur burkinabé manipule une pierre dont l'éclat inhabituel confirme la pureté du filon. À quelques mètres, des topographes réétalonnent leurs instruments. Les écarts répétés entre relevés du matin et de midi les obligent à revoir l'ensemble de la grille de mesure. Plus loin, des soldats organisent les flux de véhicules scientifiques pour éviter toute contamination des zones d'échantillonnage. Ces scènes sont modestes, mais elles signalent un déplacement immédiat des pratiques. Le personnage guide n'est pas un héros isolé, mais une chaîne d'acteurs transformés par l'événement.
Le scientifique apprend à douter de ses propres modèles. Le technicien ajuste des procédures conçues pour des volumes bien moindres. Le militaire applique des règles de sécurisation qui n'étaient pas prévues pour un site devenu sensible en quelques heures. Chacun agit sans discours, mais tous modifient leurs gestes. L'impact n'est pas encore économique ni diplomatique, il est comportemental. À ce stade, la décision politique intervient surtout par la retenue. Informé des premiers résultats consolidés, Ibrahim Traoré insiste sur la double vérification et sur l'absence de communication précipitée. Cette posture impose un tempo. Elle évite que l'enthousiasme local ne se transforme en emballement et que l'attention extérieure ne se mue en pression immédiate. La méthode devient un signal aussi fort que la ressource elle-même. Ces effets précoces dessinent une leçon simple. Avant de transformer un territoire, une découverte transforme des routines, des hiérarchies et des réflexes. Comprendre Somgand exige donc de suivre ces micro-déplacements humains, car ils annoncent la manière dont les choix plus lourds seront pris. Donc, le so what est clair, la gouvernance commence dans les détails. Avant midi, le Somgand n'est encore qu'une anomalie possible, discutée à voix basse entre spécialistes. Après midi, la zone devient un périmètre stratégique, surveillé, consigné, rythmé par des décisions rapides. Ce passage du doute à l'activation marque le premier basculement du récit. L'activation est brusque, presque mécanique. Un convoi militaire est dépêché pour sécuriser les accès, non par réflexe de force, mais pour protéger l'intégrité scientifique du site. Les soldats verrouillent les pistes secondaires. Les équipes de géologues poursuivent les prélèvements, persuadés qu'une correction de capteurs expliquera l'écart. Pourtant, les outils standards saturent. La densité minérale excède les plages prévues. Un second prélèvement confirme le premier. Les hypothèses initiales s'effondrent, les unes après les autres. À mesure que les données s'accumulent, le dossier grossit trop vite pour rester confiné à un laboratoire. Le point culminant survient en fin d'après-midi. Des messages chiffrés convergent vers Ouagadougou. Les géologues chinois, mobilisés en parallèle, confirment la continuité et le volume. Les images satellitaires complètent le tableau, alignement profond des strates, cohérence thermique, extension latérale inattendue. À 17h, l'information franchit un seuil politique. Elle n'est plus scientifique, elle devient décisionnelle. Lorsque la synthèse parvient à la présidence, l'atmosphère change. Ibrahim Traoré demande les marges d'erreur. La réponse est courte, faible. Il ordonne immédiatement une double vérification indépendante et impose un protocole strict. Silence médiatique. Interdiction de spéculer. Communication linéaire, contrôlée. La soirée cristallise la séquence. Lors d'une apparition télévisée brève, le chef de l'État prononce une phrase volontairement sèche, presque dissonante avec l'excitation ambiante. Elle agit comme un frein. Dans les marchés, les écoles, les couloirs administratifs, les mots circulent, mais l'emballement est contenu. Cette retenue devient elle-même un signal observé à l'extérieur. La rémanence apparaît dès le lendemain. Malgré le silence officiel, l'information filtre. Dubaï, Anvers et Londres réagissent presque simultanément. Les analystes révisent leurs notes, les chancelleries rédigent des mémos urgents. Washington évoque un basculement discret. Paris met en place une cellule d'analyse. Pékin et Moscou activent leurs équipes techniques. En quelques heures, le Burkina Faso devient un point d'observation stratégique. À l'intérieur du pays, les effets se diffusent lentement mais sûrement. Les ministères se réorganisent, un comité de supervision minière est créé. Les directives insistent sur le contrôle national et la traçabilité. Les pays voisins observent, le Mali félicite, le Niger s'interroge, le Tchad demande des informations. Une dynamique régionale commence à se former sans déclaration formelle. Cette ligne d'événements montre comment un fait brut se transforme en séquence irréversible. L'activation révèle la fragilité des anciens cadres, le point culminant impose une méthode. La rémanence, enfin, installe le Somgand dans un temps long où chaque décision laissera une trace durable. Pour mesurer l'ampleur réelle du Somgand, les équipes scientifiques commencent par établir un baseline clair, puis observent chaque delta qui en modifie la portée. Cette démarche n'est pas qu'un réflexe académique, elle sert à réduire l'incertitude politique et à transformer une découverte brute en cadre de décision exploitable. Ici, le chiffre ne promet rien, il borne. Pour commencer, regardons le volume estimé. Les relevés consolidés
convergent vers une estimation d'environ 1,4 million de carats, soit 38% de plus que le plus grand gisement africain documenté jusqu'alors. Le delta est décisif. Dans les modèles de géologie économique, un tel écart ne correspond pas à une simple amélioration marginale, mais à un changement de catégorie. Le Somgand passe d'un site régional potentiel à un actif de portée mondiale. Cette translation oblige les analystes à abandonner les matrices standards appliquées aux exploitations sahéliennes et à recourir à des modèles hybrides, comparables à ceux utilisés pour certains bassins canadiens ou russes. Le delta de volume redéfinit donc immédiatement les hypothèses de valeur, de durée d'exploitation et de négociation. Ensuite, il faut s'arrêter sur la pureté moyenne. Les premiers prélèvements, puis leur vérification indépendante, indiquent une pureté d'environ 92,7%, un niveau exceptionnel pour un gisement continu à cette profondeur. Le delta ici n'est pas seulement chimique. Il est opérationnel. Une pureté élevée réduit les besoins en traitement initial, diminue la consommation énergétique et limite la dépendance à des technologies externes complexes dans les premières phases. Concrètement, et cela élargit la marge de manœuvre nationale. Le Burkina Faso peut envisager une part plus importante de transformation locale sans recourir immédiatement à des prestataires étrangers spécialisés. Ce delta renforce la position de négociation de l'État, car il ralentit la nécessité d'ouvrir largement le capital ou les opérations. Enfin, un dernier point clé concerne l'ancienneté géologique. Les simulations géochronologiques situent la formation du gisement sur près de 12 millions d'années, une continuité rare dans les structures volcaniques de la région. Le delta ici concerne le risque. Une telle stabilité historique réduit la probabilité d'effondrement interne soudain et améliore la prévisibilité des opérations. Les assureurs et certains organismes internationaux reclassent alors une partie des risques techniques à la baisse. Cette reclassification, discrète mais déterminante, ouvre des fenêtres d'investissement plus longues et moins spéculatives, éloignées des schémas d'extraction rapide. Pris séparément, ces chiffres impressionnent. Pris ensemble, ils structurent une trajectoire. Volume, pureté, ancienneté ne décrivent pas seulement une richesse. Ils définissent des vitesses admissibles, des partenariats plausibles et des seuils de souveraineté. La quantification cesse d'être un exercice neutre. Elle devient un langage politique. C'est dans cet espace, borné par les données, qu'Ibrahim Traoré inscrit sa méthode. En exigeant des marges d'erreur faibles, des vérifications croisées et une lecture prudente des deltas, il transforme les chiffres en garde-fous. Le Somgand n'est plus une promesse ouverte. Il devient un champ de décision balisé, c'est où chaque choix peut être comparé, corrigé ou ralenti à partir d'un socle mesurable. Pour éclairer le dilemme du Somgand sans le caricaturer, il faut présenter les deux positions en présence dans leur version la plus solide, puis examiner ce que les données permettent réellement d'arbitrer. C'est l'exercice du Stillman. Donner à chaque camp ses meilleurs arguments avant de mesurer leurs limites. Une première lecture défend l'idée d'une ouverture accélérée. Pour ses partisans, un gisement évalué à 1,4 million de carats avec une pureté moyenne proche de 92,7% crée une obligation de vitesse. Le raisonnement est linéaire. Les infrastructures lourdes, la sécurisation durable et l'optimisation des rendements exigent des capitaux et des technologies que le pays ne possède pas encore à grande échelle. Ça, en s'adossant rapidement à des acteurs internationaux expérimentés, le Burkina Faso pourrait augmenter la productivité initiale, réduire les délais de mise en exploitation et capter des revenus significatifs plus tôt. Selon cette lecture, chaque mois de prudence excessive représente un coût d'opportunité et une perte de position dans un marché mondial attentif. Retarder l'ouverture, c'est risquer que la valeur se dilue ou que d'autres bassins prennent l'avantage. Une seconde lecture, tout aussi robuste, plaide pour une souveraineté maîtrisée. À l'opposé, les défenseurs d'une approche graduelle s'appuient sur l'histoire des ressources africaines et sur les caractéristiques spécifiques du Somgand. La pureté exceptionnelle réduit la dépendance immédiate à des technologies complexes, ce qui ouvre la possibilité d'une montée en compétences locales dès les premières phases. Leur argument central porte sur le contrôle du tempo. Accélérer trop vite
c'est accepter une asymétrie durable dans les décisions et les marges. En avançant par étapes, l'État peut former des ingénieurs, structurer une chaîne de valeur partielle et renforcer sa capacité de négociation avant d'élargir les partenariats. Ici, la ressource n'est pas seulement un capital, mais un levier de transformation institutionnelle. Et c'est finalement en revenant aux chiffres que l'on peut arbitrer. Les données ne tranchent pas en faveur d'un camp unique. Le volume justifie des partenariats ciblés, la pureté et la stabilité géologique soutiennent une progression graduée. L'arbitrage n'oppose donc pas ouverture et souveraineté. Il porte sur leur dosage et sur la séquence. Le Somgand impose un équilibre dynamique où la vitesse doit rester compatible avec l'apprentissage et le contrôle. À mi-parcours de l'analyse, une information modifie profondément la lecture du Somgand. Des relevés géochimiques secondaires, d'abord traités comme annexes, indiquent la présence d'éléments associés à des alliages de haute performance et à des composants optiques avancés. Cette découverte parallèle ne remplace pas le diamant, elle l'élargit. Le site n'est plus seulement un gisement d'une pureté exceptionnelle, mais un ensemble minéral susceptible d'alimenter des chaînes industrielles sensibles. Le changement est qualitatif. Il déplace l'enjeu du terrain économique vers un espace technologique et stratégique. Les conséquences sont immédiates dans les modèles. Les cartes thermiques gagnent en profondeur. Les scénarios industriels se complexifient. Les chancelleries étrangères, déjà attentives, réévaluent leurs priorités. Ce qui était perçu comme un actif extractif devient un nœud potentiel de matière critique. La pression ne porte plus seulement sur l'accès, mais sur l'orientation future du site. À ce stade, l'erreur d'interprétation coûterait plus cher qu'un retard calculé. Face à ce basculement, Ibrahim Traoré adopte une posture encore plus méthodique. Il multiplie les consultations techniques, élargit le cercle des validations et verrouille les canaux d'information. L'objectif n'est pas de ralentir pour ralentir, mais d'éviter qu'une lecture incomplète n'entraîne des engagements irréversibles. Le Somgand cesse d'être une découverte à gérer. Il devient une transition de puissance à encadrer. À ce stade, les effets du Somgand cessent d'être abstraits. Ils se structurent en 4 cercles d'impact distincts, chacun déjà observable et porteur de dynamique propre. Ensemble, ils transforment une découverte géologique en pivot géopolitique. D'abord, l'impact se lit dans l'État et les institutions. Pour l'appareil public, l'annonce d'un volume de 1,4 million de carats et d'une pureté moyenne de 92,7% agit comme un test immédiat de cohérence. Les ministères réorganisent leurs priorités. Un comité national de supervision minière est installé pour centraliser les décisions, contrôler l'accès au site et limiter les interférences extérieures. Cette réorganisation accélérée n'est pas seulement administrative. En fait, elle signale une volonté de reprendre la main sur un secteur historiquement fragmenté. La posture de Ibrahim Traoré, fondée sur la prudence et la méthode, sert ici de point de stabilisation. Elle permet d'éviter la dispersion des centres de décision au moment précis où l'attention internationale se concentre. Puis, l'onde de choc se propage au marché et aux acteurs économiques. À l'extérieur, la réaction est rapide. Les marchés du diamant connaissent une phase de volatilité marquée, avec une hausse notable suivie d'une stabilisation progressive. Chaque mouvement rappelle que le Burkina Faso est désormais intégré aux anticipations globales. À l'intérieur du pays, la limitation des participations étrangères à un seuil contrôlé surprend certains investisseurs, mais rassure d'autres partenaires du Sud. Mais cette contrainte ouvre un espace pour une transformation locale accrue. Tri, premières étapes de valorisation et montée en compétences techniques. La conséquence est directe. Le pays ne se contente plus de fournir une matière brute, il commence à structurer sa place dans la chaîne de valeur. Ensuite, le Somgand touche la société et les perceptions collectives. Dans la population, l'impact est moins chiffrable, mais tout aussi réel. Les écoles adaptent leurs programmes. Les universités ouvrent des modules dédiés aux sciences de la terre et aux métiers miniers. Dans les villes, comme dans les campagnes, le Somgand devient un sujet de conversation récurrent. Ce qui compte n'est pas seulement la richesse potentielle, mais ce qu'elle symbolise, une capacité retrouvée à compter dans un monde souvent perçu comme lointain. Chez les jeunes, l'idée de rester et de se former sur place gagne du terrain.
une confiance prudente s'installe, mêlée à l'attente d'une gestion responsable. Enfin, il reconfigure la région et l'équilibre géopolitique. Enfin, l'onde de choc traverse le Sahel. Le Niger lance des audits miniers. Le Mali salue la performance scientifique. Le Tchad demande à coopérer. Peu à peu, une coordination informelle se dessine autour de l'idée d'un renforcement collectif de la négociation face aux grandes puissances. Washington parle d'un rééquilibrage discret. Paris évoque une recomposition. Pékin et Moscou observent avec attention. Le Burkina Faso, longtemps périphérique, devient un nœud stratégique surveillé à chaque décision. Ces 4 cercles ne fonctionnent pas isolément. Ils s'alimentent et se contraignent mutuellement, ensemble. S'ils montrent que le Somgand n'est plus un événement ponctuel, mais une trajectoire en formation, dont l'issue dépendra de la capacité à maintenir l'équilibre entre ambition, contrôle et tempo. À partir des données disponibles et des dynamiques déjà enclenchées, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne prédisent pas l'avenir, elles délimitent les marges dans lesquelles les décisions actuelles produiront leurs effets. Dans une première trajectoire, celle d'une consolidation progressive, les choix restent prudents et structurés. L'exploitation avance par phase pilote sous le contrôle étroit du Comité national de supervision. Les premières extractions restent limitées, mais suffisamment structurées pour financer la formation, l'instrumentation et les infrastructures de base. Voilà, les partenariats étrangers sont ciblés et encadrés sans prise de contrôle excessive. La posture méthodique d'Ibrahim Traoré permet de contenir les pressions et de maintenir une majorité décisionnelle nationale. Les tensions géopolitiques existent, mais demeurent gérables. Ce scénario privilégie la stabilité et l'apprentissage, au prix d'une croissance plus lente, mais plus maîtrisée. Dans une seconde trajectoire, plus optimiste, un essor coordonné devient possible. Les signaux régionaux s'alignent, les audits miniers du Niger, les coopérations proposées par le Mali et le Tchad se transforment en mécanismes communs de certification et de transparence. Le Somgand devient un catalyseur d'intégration sahélienne. Les revenus sont mieux canalisés, accélérant la transformation locale et la montée en compétences. Ainsi, les universités attirent des étudiants régionaux. Le Burkina Faso s'impose comme un acteur de référence, non isolé, mais moteur de normes partagées. La découverte sert alors de modèle de gestion souveraine crédible. Dans une troisième trajectoire plus sombre, le risque est celui d'une fragmentation. Les pressions extérieures, combinées à des rivalités internes, affaiblissent le cadre de supervision. Les décisions se multiplient sans coordination claire. Certains acteurs privilégient des gains rapides au détriment du contrôle à long terme. Les marchés exploitent les signaux contradictoires, tandis que les partenaires régionaux prennent leur distance. Le Somgand redevient une ressource vulnérable, exposée aux cycles spéculatifs et aux ingérences. La perte de crédibilité serait durable. Dans les 3 cas, une constante demeure. Marcelli, le facteur décisif n'est pas la taille du gisement, mais la capacité à synchroniser vitesse, contrôle et vision. La question n'est donc pas combien exploiter, mais à quel rythme et selon quelles règles. Au-delà des scénarios macroéconomiques, le Somgand reconfigure déjà la manière dont plusieurs publics se projettent dans les mois à venir. Chacun lit la transition à travers ses propres contraintes, ses attentes et ses leviers d'action. Comprendre ces lectures parallèles permet d'anticiper les points de friction comme les opportunités d'alignement. Pour les citoyens et les familles, l'impact est d'abord symbolique, puis pratique. La découverte alimente un sentiment de considération nouvelle sans effacer la prudence. Les discussions portent moins sur des promesses immédiates que sur la crédibilité des institutions à tenir la durée. Les choix éducatifs évoluent. Les filières scientifiques et techniques gagnent en attractivité, non par effet d'annonce, mais parce qu'un débouché devient pensable. L'enjeu pour ce public est la lisibilité. Comprendre comment une ressource peut se traduire en service, en emploi et en stabilité sans nourrir d'attentes irréalistes. Pour les acteurs économiques locaux, le changement est plus opérationnel. Les entreprises de services, de transport, de maintenance et de formation identifient des besoins nouveaux. L'accès au capital, la clarté des règles et la prévisibilité des décisions deviennent déterminants. Une trajectoire maîtrisée ouvre des marchés intermédiaires. Une trajectoire heurtée les referme.
ici, mais la cohérence réglementaire compte autant que le volume extrait. Pour les partenaires extérieurs, enfin, le SOMGAND agit comme un test de gouvernance. La limitation des participations, la centralisation des décisions et la montée en compétences locales redéfinissent les conditions d'entrée. Les acteurs habitués à des négociations rapides doivent aller s'adapter à un tempo différent. La ligne tenue par Ibrahim Traoré, fondée sur la méthode et la vérification, sert de repère. Elle clarifie les règles du jeu et réduit l'incertitude procédurale, même si elle contraint certaines attentes. Ces trois regards n'ont pas les mêmes priorités, mais ils convergent sur un point. La valeur du SOMGAND dépendra moins de l'ampleur de la ressource que de la capacité à rendre les décisions compréhensibles, contestables et crédibles pour ceux qui devront vivre avec leurs effets. Transformer le SOMGAND en levier durable suppose une organisation précise, séquencée et mesurable. Les orientations déjà esquissées par l'appareil d'État se structurent autour de plusieurs étapes complémentaires, chacune associée à des acteurs identifiés, à un calendrier réaliste et à des indicateurs de suivi. L'enjeu n'est pas d'aller vite, mais d'éviter les ruptures de cohérence. La première étape consiste à renforcer la montée en compétences nationales. Les universités et écoles techniques sont mobilisées pour former une nouvelle génération d'ingénieurs et de techniciens spécialisés. L'objectif est clair, réduire progressivement la dépendance aux expertises externes dans les phases amont. Les partenaires étrangers apportent outils et méthodologies, mais la gouvernance pédagogique reste nationale. La deuxième étape vise la régulation et la transparence. Une agence dédiée contrôle les concessions, vérifie les flux et impose des procédures de validation à plusieurs niveaux. Chaque décision majeure doit être traçable, justifiée et réversible si les données évoluent. Cette architecture limite les arbitrages improvisés et renforce la confiance interne comme externe. La troisième étape porte sur la coordination régionale. Des discussions avec les pays voisins visent à harmoniser certaines normes et à partager des informations géologiques. Cette approche réduit les asymétries et renforce la capacité de négociation collective du Sahel face aux grands acteurs mondiaux. La quatrième étape concerne l'intégration environnementale et sociale. Une part des revenus est fléchée vers la protection des sols, la reforestation et le suivi des impacts locaux. Les communautés riveraines sont associées aux mécanismes de contrôle, afin d'ancrer la légitimité du projet. Dans cette feuille de route, Ibrahim Traoré joue un rôle de garant du tempo, en privilégiant la discipline, la vérification et l'apprentissage progressif. Il transforme une découverte exceptionnelle en processus gouvernable. La question devient alors moins celle des intentions que celle de l'exécution. La méthode tiendra-t-elle face à la durée ? À mesure que le tumulte retombe, le SOMGAND se lit moins dans les chiffres que dans les scènes discrètes qu'il a fait naître. L'ingénieur qui redresse encore une fois son instrument, le soldat qui ajuste un périmètre devenu sensible, enfin le professeur qui réécrit son cours pour intégrer des données nouvelles, ces gestes minuscules forment désormais une trame commune. Ils racontent une adaptation silencieuse, faite de patience et de rigueur, bien loin des récits de ruées ou de miracles. Lors d'une cérémonie sobre organisée près du volcan endormi, chercheurs, autorités et habitants se tiennent côte à côte. Les chants anciens se mêlent à des paroles mesurées. Quand Ibrahim Traoré prend la parole, le ton reste calme, presque retenu. Il évoque la nécessité de marcher avec la lumière sans se laisser aveugler par elle. La formule circule rapidement parce qu'elle résume l'instant. Une opportunité réelle, mais exigeante, qui appelle plus de discipline que d'euphorie. Dans cette clarté hésitante de fin de journée, une évidence s'impose. Le SOMGAND n'a pas seulement révélé la richesse d'un sol, il a mis en lumière la capacité d'un pays à se tenir debout, ensemble, face à une transition qui demande autant de sang-froid que d'ambition. Au terme de ce parcours, le SOMGAND apparaît moins comme une ressource à exploiter que comme un espace de choix collectif. Il concentre des attentes, des craintes et des projections qui dépassent largement le cadre minier. Ce qui se joue n'est pas seulement une question de carat ou de chaîne de valeur, mais la manière dont une société décide d'habiter un moment charnière, sans céder ni à la fascination ni à la peur. Le Burkina Faso
entre ainsi dans une phase où chaque décision comptera par ses effets cumulatifs. La prudence affichée, la méthode imposée et la recherche d'un équilibre entre ouverture et souveraineté dessinent une trajectoire encore fragile. Dans cette séquence, le rôle de Ibrahim Traoré n'est pas celui d'un annonceur de promesses, mais d'un régulateur du tempo, chargé de maintenir la cohérence face à des pressions multiples. Le Somgand devient alors un miroir. Il renvoie à la capacité d'un pays à transformer une révélation géologique en horizon partagé, lisible et transmissible. La question finale n'est pas imposée, elle reste ouverte. Si votre propre territoire se trouvait soudain confronté à une telle révélation, choisiriez-vous la vitesse, la maîtrise ou l'apprentissage patient qui engage la durée ?